bonsoir. L'invité de l'entretien du jour est journaliste, écrivain, spécialiste des questions africaines. Son dernier ouvrage est une enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, publié aux éditions L'Harmattan sous le titre « Voyage au cœur de Boko Haram ». Seydi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que comme tous les Nigériens comme vous, ce soir, vous portez le deuil du président Tandja. Ah, c'est tout à fait exact. Le président Tandja est un illustre Nigérien, une personnalité qui a marqué toute sa vie, la vie politique nigérienne. Il est dans la vie publique depuis le 15 avril 1974, date à laquelle, avec ses compagnons comme Séni Kounché et quelques autres officiers, ils ont renversé le président Diori. Et depuis lors, il a occupé de hautes fonctions dans la vie politique nigérienne, devenant ministre, préfet, ambassadeur et finalement chef de l'État. Son action, son parcours, tout ça font qu'aujourd'hui, comme l'ensemble des 23 millions de Nigériens, je porte le deuil de sa disparition. Pardonnez-moi, Cédric, de vous poser cette question, mais d'où vient tout à coup cette auréole qui apparaît au-dessus de la tête du président Tandja, alors que pour nous, dans les médias occidentaux, lorsqu'on dit Mamadou Tandja, on dit Tazarché? Non, on ne peut pas réduire, ça me semble même caricatural de réduire l'action, le parcours, la gouvernance du président Tandja à la seule fausse route qu'il a faite en choisissant en 2009 de rester au pouvoir et d'envisager de faire un troisième mandat qui n'était pas prévu par la Constitution. Je crois que le président Tandja a estimé, il a toujours estimé d'ailleurs, comme confie un de ses proches, que son action était au service des Nigériens. Pour lui, sa satisfaction, c'est que les bénéficiaires, notamment le monde rural, soient fiers de ce qu'il a fait. Il n'a pas, à la différence de beaucoup de chefs d'État, recruté une agence internationale de communication pour donner des échos à son action. Et comme son action était principalement orientée vers le monde rural, les campagnes, le milieu semi-urbain, on n'en a pas eu connaissance. Les médias, comme ceux qui sont de passage périodiquement au Niger et qui d'habitude restent dans leur hôtel, n'ont pas connaissance de ce qu'il a pu faire. Et je persiste à dire que son action ne peut pas se résumer à cette aventure ou à cette mésaventure politique de troisième mandat. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette distorsion que nous avons par rapport aux 10 ans faits par le président, c'est tout simplement notre méconnaissance des actions du président. Ah oui, c'est tout à fait exact, parce que pendant les 2 mandats qu'il a eu à la tête du Niger, le président Tandja a eu à cœur le développement du monde rural, les campagnes. Il a pris plusieurs initiatives importantes. Je n'en citerai que le programme présidentiel qu'il a mis en œuvre, qui consistait à apporter l'électricité dans les villages nigériens. Grâce à ce programme, des centaines, de dizaines de villages nigériens ont pu être raccordés à l'électricité. Il avait aussi entrepris un programme, des initiatives tous azimuts en direction des plus faibles, en direction des paysans. Et il y a même une opération qui a consisté à prêter des vaches à des familles qui n'ont pas les moyens d'avoir un crédit bancaire. Et avec ces vaches qui leur ont été prévues, ces familles ont pu gagner de l'argent, ont pu rembourser. Donc il y a beaucoup d'initiatives au plan du développement humain que le président Tandja a prises pour essayer de faire avancer le milieu rural. Et puis, il y a aussi des initiatives qu'il a pu prendre pour essayer de réduire le gap entre Niamey, la capitale, et les régions. Il a instauré ainsi ce qu'on appelle les fêtes tournantes. Chaque année, le 18 décembre, qui marque la fête de la République, est organisée dans une région du Niger. Et à l'occasion de cette organisation, la région peut bénéficier d'infrastructures importantes. Et tout ça, de mon point de vue, résume le choix du président Tandja de mettre l'accent sur le développement humain, sur le développement social. Et de ce point de vue, il a fait des choses qui doivent être retenues et qui ne peuvent pas, et son action ne peut pas se résumer simplement à cette tentative avortée de rester au pouvoir à la fin de ce 2 mandats.
Là, finalement, vous nous décrivez là un président qui est resté populaire malgré cette erreur de parcours, cet accident de parcours. Peut-être qu'on va rappeler à nos téléspectateurs, c'est que le président Tandja arrive au pouvoir, il va faire ses 2 mandats, et à la fin de son 2e mandat, alors qu'il aurait dû partir, et à ce moment-là, il décide de rester parce qu'il dit qu'il avait ouvert des chantiers et que ces chantiers, il voulait les amener à son terme. Et dans les médias occidentaux, on n'a gardé que cette image de lui, alors que ce soir, vous êtes en train de nous dire dans l'entretien du jour sur Télésud qu'il a un bilan et c'est un président, c'est parce qu'il a un bilan qu'il reste populaire. Ah, c'est tout à fait exact. Je pense que, d'ailleurs, beaucoup de ses partisans ont souhaité qu'il revienne dans le jeu politique parce qu'ils ont estimé qu'il avait la popularité nécessaire pour pouvoir encore gagner un mandat de la part des Nigériens qui, pour certains, lui ont pardonné cette aventure. C'est une faute politique énorme d'avoir voulu rester au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle, mais ça n'a pas entamé définitivement son crédit auprès des Nigériens. Aujourd'hui encore, ceux qui le pleurent ne sont pas de sa famille politique. C'est l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des Nigériens qui le pleurent. Il a un bilan, il a fait des choses en faveur du milieu rural parce que, comme vous savez, souvent les élites ont tendance à accéder au pouvoir et à faire les choses pour elles-mêmes, pour les grandes villes. Mais le président Tandja, lui, avait à cœur de faire bénéficier l'ensemble des Nigériens des richesses de son pays. Le milieu rural, les femmes, les jeunes ont pu bénéficier de son action. Aujourd'hui encore, il reste un homme populaire, malgré le fait que, comme vous l'avez si bien rappelé, en décembre 2009, alors qu'il aurait dû quitter le pouvoir, il avait estimé qu'il lui fallait encore 3 ans, ce qu'on a appelé le Tazarché, pour pouvoir achever ses actions. Et cette volonté n'a pu se faire puisqu'elle a été contrariée par le coup d'État du 18 février 2010 qui a porté à la tête du pays le général Salou Djibo. C'était un homme qui avait donc un homme d'État, qui avait une vision, qui a fait des choses et qui a un bilan, mais c'est un homme aussi de caractère. C'est l'homme qui aura dit non à Sarkozy aussi. Ah, c'est tout à fait exact. Le président Tandja était un homme de caractère. Il a servi le Niger dans ce qu'on appelle les unités méharistes, à dos de chameau ou à dos de cheval. Il a parcouru le Niger, il connaît le coin et les recoins du pays. Ça a fait sa proximité avec le monde rural, avec le paysan, avec le leveur. Et quand il est arrivé au pouvoir, son idée a été que les Nigériens puissent bénéficier des ressources naturelles de leur pays, l'uranium principalement, parce que pendant très longtemps, il y a eu un rapport déséquilibré entre la France et Orano, l'ex-Areva, qui exploitait les ressources du Niger. Le président Tandja a obtenu la revalorisation du prix de l'uranium de 40% en 2007. Après cela, il a dit, en dépit de l'insistance de la France pour qu'il vienne négocier à Paris l'octroi de la mine d'Imouraren, il a estimé que le marché de l'uranium étant au Niger, la France étant le client, il fallait que la France se déplace sur le marché et non que le marché vienne en France. Et c'est ainsi qu'il a imposé au président Sarkozy de venir à Niamey et négocier la signature, et c'est que le président Sarkozy a fait en 2009, il était venu à Niamey. En plus de cela, c'est lui qui a ouvert l'ère pétrolière au Niger. Après avoir constaté que l'américain Esso n'allait pas mettre en production les puits pétroliers du Niger, il a fait appel à la Chine, il a signé un accord avec la Chine qui a permis la création de la société de raffinerie de Zender, la Soraz. Donc pour toutes ces questions, lui, sa préoccupation a été de défendre les intérêts du Niger, y compris en prenant des positions courageuses en face de Areva, en face de la France. Donc, le Niger doit beaucoup au président Tandja. On dit aussi que là, vous parlez d'un homme, d'un patriote, on parle d'un homme nationaliste, on vient de l'entendre avec ce bras de fer avec le président Sarkozy, mais on dit aussi que c'est un homme intègre et qui n'a jamais pris un sou dans les caisses de l'État. C'est un homme d'une grande intégrité, qui avait le sens du bien public. Quand on voit le parcours et la longévité politique qu'il a eu de 1974 jusqu'au coup d'État, on peut penser que le président aurait pu s'enrichir s'il avait voulu. Il est resté modeste, il a acquis
les biens qu'il a acquis sont très modestes et lui-même était d'une grande intégrité. Il y a une anecdote que les Nigériens racontent, c'est que lorsqu'il a été investi président et qu'il s'est déplacé à l'étranger, la première visite, les dons lui ont été faits. À son retour, il a restitué au trésor public ces dons-là. En plus de cela, vous savez que dans le cadre de la solidarité avec l'Afrique, le président Hugo Chavez du Venezuela, de son vivant, avait donné de tonnes de pétrole au Niger. Le pétrole a été revendu et l'ensemble des recettes a été reversé au trésor public. Donc, c'est dire que le président Tandja était d'une grande intégrité et a fait mettre en prison beaucoup de personnes, y compris de son entourage, pour avoir mis la main dans les caisses de l'État. Et ça, c'est un souvenir que les Nigériens gardent de lui. Du coup, si je vous entends ce soir, je suis en train de me dire que nous parlons là d'un homme exceptionnel, probablement. Je ne veux pas vous fâcher avec vos parents qui sont au village, mais j'étais au Niger, j'étais en train de me demander si dans l'histoire récente de la politique au Niger, le président Tandja pouvait être considéré comme un homme à part dans la classe politique, un peu comme le président Kérékou au Bénin. C'est le président, à mon avis, qui a été le plus proche du monde paysan et du monde rural. Lui-même, il se considérait comme un paysan, comme un homme du monde rural, et c'est lui qui a eu à cœur de rééquilibrer les relations entre les élites et le monde rural. Toute son action a été au service du monde rural, au service du rééquilibrage des relations entre le monde rural. Le président Diori Amani a eu le mérite de fonder l'État du Niger, puisque le Niger a accédé à l'indépendance le 3 août 1960. Le président Kounché, qui lui a succédé, a fait de grandes réalisations, a achevé l'implantation de l'université, a fait les aménagements hydro-agricoles. Donc, parmi les autres chefs d'État qui sont venus par la suite, je pense que le président Tandja a une place particulière du fait de ses relations avec le monde paysan, du fait de ses relations avec le milieu populaire. Et ça se reconnaît aussi dans sa capacité à discuter avec le monde populaire parce que lui, il aimait s'exprimer dans les langues nationales et ça fait sa proximité, il avait le sens de formule. Tout ça est venu faire sa popularité auprès du monde rural et les Nigériens ne l'oublieront jamais. Le président Tandja qui s'en va donc à un moment où le Niger va connaître une élection présidentielle très rapidement. Comment la voyez-vous, cette élection présidentielle? Moi, je pense que c'est un scrutin très ouvert. Vous savez, depuis 1993, date de la première élection présidentielle au Niger, aucun candidat ni aucune formation n'a réussi à gagner le pouvoir au premier tour. Il y a toujours eu des seconds tours. Le président Issoufou lui-même a dû, à la fois en 2011 et en 2016, aller à un second tour. Je pense que le scrutin est très ouvert. Il y a des candidats qui sont favoris, il y a des outsiders. Tout aujourd'hui, l'enjeu pour les candidats, c'est de pouvoir se qualifier pour le second tour. Ensuite, ils vont faire des coalitions pour pouvoir remporter la présidentielle du 27 décembre. Et sur ce plan, moi, personnellement, si les élections se passent de façon totalement transparente et inclusive, le jeu me semble très ouvert. Finalement, vous êtes à contresens de ce que nous sommes en train de dire et d'entendre dans les médias ici en France. On pensait que le dauphin naturellement désigné du président Issoufou, M. Bazoum, avait un boulevard devant lui. Ce sera ma dernière question. Non, le candidat Bazoum Mohamed a une énorme machine derrière lui, a des soutiens importants, a l'expérience du pouvoir politique, mais à côté de lui, il y a d'autres candidats qui peuvent valablement prétendre à ce fauteuil-là. Je pense à l'ancien président Maman Ousmane, à Ibrahim Yacouba qui est arrivé quatrième lors de la dernière élection présidentielle, à d'autres candidats comme Seyni Omarou qui a l'avantage d'être le candidat de l'ancien parti État ou même à Albadé Abouba. Donc il y a des candidats sérieux et comme vous avez bien noté, il y a 30 candidats, donc le jeu est très ouvert et il va être difficile qu'un candidat se détache de tout cela dès le premier tour. Et je pense que la sociologie politique, en tout cas au Niger, habituellement, a toujours créé les conditions d'un deuxième tour. Et c'est au deuxième tour que, en fonction des coalitions qui auront été formées, que la décision, que le choix du fauteuil présidentiel se fait. Sadi Kaba. Oui. Merci.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste des questions africaines. Votre dernier ouvrage est une enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, publié aux éditions L'Harmattan sous le titre « Voyage au cœur de Boko Haram ». Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Télésud dans l'entretien du jour. C'est un plaisir d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud.